Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition du journal. Voici les titres. La pandémie du coronavirus ne freine en rien les consultations prénatales. Le suivi gynécologique des femmes enceintes se poursuit dans les centres de santé, mais des mesures sont prises pour préserver la santé de la mère et du fœtus. Ils négocient des titres financiers et travaillent la plupart du temps pour le compte d'un établissement bancaire ou d'une société de bourse. On les appelle traders. Zoom sur ce métier dans cette édition. Slammer et humoriste, il est l'un des plus jeunes de sa génération à conquérir le cœur des Béninois par son talent. Nous irons à la découverte de Eliphaz, la nouvelle coqueluche du rire au Bénin. Devant l'inquiétude que génère l'épidémie de Covid-19, les femmes enceintes bénéficient toujours d'un suivi normal de grossesse et les parturientes ayant besoin de consulter un gynécologue pourront le faire, mais en respectant les mesures barrières contre le coronavirus. C'est ce que nous ont confié deux gynécologues obstétriciens rencontrés à Cotonou par Louis Koudogbo et Patrick Adjagbodjou. Pour freiner la propagation du coronavirus, c'est le geste le plus simple à adopter. Se laver les mains suffisamment longtemps avec du savon. Ici, ce gynécologue obstétricien donne l'exemple. Un geste obligatoire pour toutes les femmes enceintes qui viennent en consultation dans son cabinet. Vous devez laver les mains obligatoirement. Après les avoir lavé la main, on vous prend la température. La distanciation de 1 mètre, 1,50 m est obligatoire. Même quand vous venez en couple. Et quand on prend la température, 99,99%, c'est normal. Mais quand ce n'est pas normal, il y a des questions qu'on doit poser. C'est-à-dire, il y a des fiches à remplir. Est-ce que depuis quand vous avez la fièvre? Est-ce que vous venez d'un voyage? Est-ce qu'autour de vous, il y a des gens qui ont... Il y a des questionnaires à remplir. Mais jusque-là, on n'a pas eu ça. Si dans son cabinet médical, ce professionnel de la santé n'a pas encore enregistré de porteur du coronavirus, le nombre de patients en consultation a toutefois considérablement baissé de plus de la moitié. Le nombre a beaucoup diminué, je peux dire du tiers. Actuellement, on a à peine le tiers de ce que nous avons l'habitude d'avoir. Les accouchements n'ont pas changé, les interventions n'ont pas changé, mais au niveau des consultations, ça a beaucoup diminué. Conséquence, le suivi des femmes enceintes est au ralenti. Le cabinet fonctionne désormais au rythme imposé par le coronavirus. Ziad est aussi gynécologue. Plus aucune patiente ne peut venir se faire consulter chez lui sans porter son masque de protection. Puisqu'il faut veiller à la bonne santé des futures mères, il prend plus de précautions. Avant tout examen, on va se laver les mains ou on va utiliser le gel hydroalcoolique, mais en général, moi, je préfère les laver. Donc, on va faire notre consultation. À la fin de l'examen, ça va être pareil. Si on utilise, par exemple, l'échographe, on va faire une stérile systématiquement comme c'est demandé. Encore plus maintenant avec le Covid, on va essayer de désinfecter en fait les sondes d'échographie pour ne pas avoir à les utiliser avec une patiente suivante en fait. Le coronavirus bouscule les habitudes. La baisse du taux de fréquentation est-il due à la crainte des patientes de contracter le virus ou de contaminer leurs enfants? En tout cas, difficile d'affirmer pour le moment que les patientes enceintes seraient à risque de contracter le coronavirus. En ce qui concerne la transmission mère-enfant, on ne peut pas donner un avis clair, mais on sait juste que la transmission n'est pas sûre et même si elle existerait, elle existe, les taux sont plutôt faibles en fait. Une lueur d'espoir pour les futures mamans qui ne doivent en aucun cas s'inquiéter pour les examens prénataux obligatoires. Acheter une valeur au plus bas et la vendre au plus haut pour le compte d'un tiers, tel est le défi du trader. Les yeux rivés sur les cours de la bourse, ces acteurs du marché financier spéculent sur des produits, actions, contrats à terme et devises. Qu'est-ce que le trading et comment marche-t-il? Suivons cet élément de Arthur Wendo et Christian Devochi pour mieux comprendre. Ils sont en majorité des jeunes à embrasser le trading, un métier tout comme les autres. Le trading, c'est l'activité d'achat et de vente d'un actif financier. Le trading, c'est une activité
qui se fait sur une plateforme, d'accord, appelée broker, c'est-à-dire courtier en français. Cette activité, exercée essentiellement sur des plateformes en ligne, est pratiquée sous plusieurs formes. Nous pouvons parler des investissements à court terme, d'accord. On peut parler aussi de la spéculation, d'accord. Et on peut aussi parler des investissements à long terme. Comme toute activité, le trading regorge d'avantages, mais aussi de risques considérables. D'abord, il y a le risque que le trader court, d'accord? Et il y a aussi un risque pour ceux-là qui s'intéressent à ce métier, d'accord? Le trader, il va sur le marché pour réaliser des profits en fonction de son investissement et tout ce qu'il fait. Mais c'est vrai, c'est pas un jeu de loterie. Même la loterie, ça comporte des risques, vous voyez. Mais quand vous venez sur les marchés financiers, ça vous demande de faire déjà des analyses, d'accord? Et ce sont ces analyses-là qui vous permettent maintenant de savoir s'il faut acheter ou le vendre. Même si le trading offre une liberté financière, un bon trader doit avoir une certaine aptitude. Vous n'avez pas besoin d'avoir le bac, le BTS, la maîtrise. En gros, vous n'avez pas besoin d'avoir de gros diplôme avant d'être trader. D'accord? Il faut juste se faire former par quelqu'un qui connaît le métier, qui maîtrise bien le domaine, d'accord? Et que vous voyez faire des exploits et que vous voyez faire de bons résultats. D'accord? Donc pour cela, il faut vraiment se concentrer sur le truc, chercher à comprendre comment est-ce que ça fonctionne, chercher à comprendre comment est-ce que ce marché-là, ça bouge, d'accord, avant d'investir votre argent. Parce que sans maîtrise, enfin sans pratique, il n'y a pas de maîtrise, d'accord? Donc en gros, je dirais qu'il faut d'abord travailler sur soi-même et après faire une bonne formation avant de se lancer dans le trading. Il n'y a pas de saut métier, dit-on. Devenir trader, c'est bon, mais un trader professionnel qui n'a pas pour objectif d'arnaquer la population serait plus idéal. Il était parti pour être un footballeur professionnel, mais très tôt, ses ambitions changent. Il devient slameur et humoriste. Vodisfer Eliphaz Gérard Roundekpondi, plus connu sous le nom de scène Eliphaz, associe le slam, l'humour et la comédie pour évoquer les faits socioculturels du Bénin et de l'Afrique. Il évoque pour nous ses débuts et son parcours artistique. Le slam, ça c'est depuis, on a commencé timidement en 2006-2007, mais de façon professionnelle en 2009. Et l'humour s'est détaché du slam parce que je faisais un slam teinté d'humour en 2015 au Burkina. Je suis beaucoup plus inspiré par le show business politique. Donc chaque acteur du show business, de ce show business politique, quand il pose des actes, ça me donne de la matière pour travailler. C'est ce qui m'inspire beaucoup plus. Bon, Mounier, toi tu continues comme ça, hein, parce qu'avec tes 3 buts là, ça inspire confiance. Et si tu continues comme ça, je vais négocier au Real de Madrid et tu iras remplacer Ballet. Tu vois alors? Voilà, Poté, toi tu continues de jouer comme ça. J'ai 2 albums. Le premier intitulé Conquérant, sorti en 2012, et le second Voyage, qu'on a sorti en 2016 et présenté officiellement en 2017. Donc j'ai 2 albums à mon actif. Bon, le Michou, pour le deuxième match, je ne veux pas ça. J'ai fait des tournées dans quelques pays, le Burkina, le Niger, le Mali, voilà, la Centrafrique, on a fait tous ces pays-là. Je suis revenu il y a 1 an et demi maintenant et on a tenu le projet La Grande Réunion Familiale. Donc c'est un projet qui est prévu se tenir chaque année. Cette année, il y a eu le corona, donc un peu difficile, mais on va essayer de faire une édition avec un public un peu limité. Infiniment le 2 juin, il y a au bleu de infiniment, mais bon.
Hors du Bénin, la Corée du Sud apporte son aide aux pays d'Afrique de l'Ouest et du Sahel pour leur permettre de faire face à une éventuelle évasion de criquets pèlerins en provenance d'Afrique de l'Est. L'annonce a été faite par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Cet appui vient en complément à celui de l'agence onusienne active depuis plusieurs mois sur la question notamment au Kenya. Il touchera particulièrement 5 pays membres de la Commission régionale de lutte contre le criquet pèlerin, Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et le Tchad, et va consister en la fourniture de drones, véhicules, équipements et protection individuelle, ainsi que de subventions monétaires afin de renforcer au mieux les moyens de subsistance de plusieurs centaines de ménages menacés. Allons maintenant en Tunisie pour vous parler d'agritech, quand la technologie s'allie à l'agriculture afin de nourrir la population. C'est le cas de 2 entrepreneurs à la tête d'une start-up qui transforme des mouches en protéines. Le reportage est signé Lilia Blaise. Des millions de mouches en cage. C'est un élevage peu commun pour la start-up tuniso-française Nexprotein. Elle élève ces insectes et les transforme en protéines pour l'alimentation animale. On transforme ces insectes-là en 3 produits essentiellement. 2 produits qui sont destinés à l'alimentation animale, ce sont de la farine protéinée et de l'huile. Et on a un 3e produit qui sont des déjections d'insectes, c'est un fertilisant organique qui peut être destiné au maraîchage, à l'agriculture. Après 6 ans de travail et en plein confinement, la start-up a pu lever plus de 10 millions d'euros pour passer à une production industrielle destinée à l'exportation. Leur atout, offrir un ingrédient essentiel pour une nourriture animale durable, tout en aidant l'environnement. Donc, ce que l'on fait, ce que l'on donne à manger aux insectes, c'est qu'on récupère des fruits, des légumes, des végétaux qui sont issus du gaspillage humain et on réintroduit ça dans la boucle, dans le cycle alimentaire. L'élevage requiert également très peu d'eau, alors que la Tunisie souffre de la sécheresse depuis quelques années. Yasser Boud a cofondé Ezeira, une start-up qui propose de gérer les exploitations agricoles via des logiciels intégrés qui récoltent des données depuis des capteurs au sol. On peut voir sur PC tous les temps d'irrigation, le calendrier d'irrigation, toutes les quantités de produits injectés par parcelle, toutes les quantités d'eau au litre près injectées par parcelle. Tout le fonctionnement est lié à ce système. Dans ce verger d'orangers, l'irrigation est ainsi automatisée afin d'éviter tout gâchis pour cet agriculteur. L'agriculteur est obligé de bien gérer est-ce qu'il y a des fuites ou pas de fuites d'eau. Mais malheureusement, avec les grandes distances de lignes d'irrigation qu'on utilise, des gouttes à gouttes, l'agriculteur il est incapable de faire ça manuellement. Donc on utilise la machine, c'est l'ordinateur qui va faire les contrôles. 68 exploitations ont opté pour cette nouvelle méthode de ferme digitale. Un début encourageant pour l'écosystème encore naissant des startups agricoles en Tunisie. Aujourd'hui, 21 septembre, c'est la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. Près de 800 000 personnes sont actuellement touchées par la maladie d'Alzheimer en France. Malgré les progrès accomplis, plus de la moitié des malades ne sont toujours pas diagnostiqués et 2 tiers ne sont pas traités. Compte tenu de l'accroissement, le nombre de patients atteints par cette affection aura doublé en 2020 et chaque famille sera touchée. Et ce sera tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.